C'est jour d'élection en Israël, mardi. Élection qui pourrait bien être l'élection de trop pour Benyamin Netanyahou. Les sondages le donnent perdant, la dynamique n'a pas l'air d'être avec lui. Faut-il donc faire le pari d'un Israël sans Netanyahou, se préparer à voir une coalition de gauche arriver au pouvoir, tout en gardant en tête que les alliances au sein du Parlement peuvent tout faire basculer à tout moment. En gros, la question du soir, c'est qui faut-il féliciter mercredi ? Et vous verrez, la question est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Pour vous aider à y répondre, les conseillers d'ITélé sont là parce que ce soir, comme tous les dimanches soirs, le président, c'est vous. Le mieux est l'ennemi du bien, ce proverbe préféré de ma grand-mère. Benyamin Netanyahou aurait peut-être dû y réfléchir un peu avant de décider d'appeler à de nouvelles élections anticipées, parce que jusqu'à présent, eh bien, il était Premier ministre et rien ne dit qu'à l'issue du scrutin de mardi, il puisse toujours l'être et arriver à bâtir une coalition pour rester au pouvoir. Ça ressemble à une dissolution façon Villepin-Chirac, s'amusent certains dans la presse. Faut-il donc se préparer à voir Israël changer de couleur politique et de voir une coalition de gauche arriver au pouvoir? Et la question donc de ce soir, qui faudra-t-il féliciter mercredi? Je vous la pose. Vous pouvez y répondre sur le site itélé.fr jusqu'à la fin de cette émission. Pour vous conseiller et prendre cette décision qui n'est pas facile, comme d'habitude, notre tour de table d'experts avec, pour la diplomatie, Jean-Marc de la Sablière qui est avec nous. Vous avez été conseiller diplomatique auprès de l'Élysée. Frédéric Ancel, vous êtes professeur de géopolitique, vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'un atlas qui en est à sa 3e édition. Et vous êtes un tout jeune papa et on vous remercie pour cela d'être avec nous. Jean-Luc Manot, conseiller en communication. La communication, ça pèse beaucoup dans les élections, notamment en Israël. Vous allez nous en parler. Et Meir Habib, vous êtes député français, mais c'est surtout l'ami intime de Benyamin Netanyahou qui nous parlera ce soir pour savoir ce qu'il a dans la tête. Vous l'avez eu il y a 2 heures au téléphone, vous nous direz ce qu'il vous a dit. Regardez tout d'abord cette image. Dernier meeting pour Netanyahou ce soir. La rumeur, il y a beaucoup de rumeurs durant les élections en Israël, a voulu que jusqu'au dernier moment, il se soit posé la question de savoir s'il allait venir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour faire la claque. Et on sent bien que quelque chose s'est cassé, qu'il y a une dynamique qui ne marche plus. Pourquoi l'effet Bibi n'a plus autant de succès qu'auparavant, Meir Habib? Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Lorsqu'on voit les enquêtes d'opinion, il reste, malgré tout, aujourd'hui, avec un petit ou grand écart, le Premier ministre préféré des Israéliens, lorsqu'on binarise la question. Par contre, le système israélien de parti fait qu'aujourd'hui, le Likoud, dans tous les sondages d'opinion, n'est plus en tête. Il y a eu un revirement dans ces élections. Mais on parle d'un référendum pour ou contre Netanyahou. C'est possible. Il a été, après Ben Gurion, le Premier ministre qui a été le plus au pouvoir. Si jamais il est réélu, il battra tous les records. Il a été pour la première fois en 96, il avait 46 ans, nous sommes aujourd'hui en 2015, ça fait près de 20 ans qu'il a été pour la première fois Premier ministre, c'est pas simple. Il me disait tout à l'heure au téléphone que ce qui le touche un peu, c'est il sent que de l'extérieur, il y a eu des sommes énormes qui ont été données à des organisations non gouvernementales pour essayer de le faire tomber. Tout ce qu'il a fait n'est pas parfait, mais il a l'impression dans cette région, lorsqu'on a comme voisin l'Iran, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, d'avoir fait le mieux. Mais manifestement, il n'a pas tout fait. C'est un animal politique blessé à qui vous avez parlé il y a 2 heures? Il est inquiet. Il n'est pas blessé, il met tout dans la dernière ligne droite. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite, mais comme vous le dites, il n'a pas encore gagné. Et c'est vrai que s'il y a 1 mois et demi, la question ne se posait pas, aujourd'hui, elle se pose. Frédéric Ancel. Dans un système à la proportionnelle quasi intégrale, fondamentalement, ce n'est pas l'homme qui compte. C'est la coalition qui va pouvoir sortir des élections. La dernière fois, c'était pas Netanyahou qui l'avait emporté en nombre de suffrages exprimés. C'était sa rivale Tzipi Livni. Elle n'a absolument pas pu bâtir une coalition permettant à son parti de dépasser la barre des 61 députés sur 120 que compte la Knesset. Et par conséquent, le président de l'État, dont c'est l'une des seules prérogatives, en réalité l'exécutif est extrêmement faible en Israël, au bout de 3 semaines renouvelables une fois, a demandé au numéro 2, donc à celui dont le parti avait obtenu le 2e score en termes de suffrages exprimés. C'était Netanyahou. Il a réussi à bâtir une coalition. Il a ce talent-là particulier de monter des coalitions?
Alors d'abord, c'est un vrai tacticien politique. Ça, c'est vrai que ça a été dit à plusieurs reprises. C'est un vrai animal politique. Oui, c'est vrai, arrivé très jeune au pouvoir déjà en 96. D'ailleurs, entre parenthèses, on le voit aussi en matière d'affaires étrangères. Hein. Son duel avec Obama qui dure depuis 6 ans, manifestement, il est remporté haut la main. Bon. Donc ça, oui, c'est un tacticien. Mais pas seulement. Aujourd'hui, vous avez allez, on va dire un bloc de gauche qui est arithmétiquement plus faible que le bloc des droites. Des droites, d'ailleurs, alliées le plus souvent à des partis religieux. Et là encore, c'est vraisemblablement ce qui va se passer sur le plan mathématique. Après, Netanyahou sera ou ne sera pas Premier ministre, mais ce qui est à peu près certain, c'est que se dégagera une majorité de centre-droit ou de droite, et il est quasiment impossible qu'une majorité strictement de gauche, comme en 92, se dégage de ce scrutin. Jean-Luc, il y a un problème d'image? Il y a une saturation? On l'a trop vu, Netanyahou, en Israël? Ou alors c'est le slogan sécuritaire qui revient à chaque fois, qui commence à être usé aussi? J'ai l'impression... D'accord, il y a d'abord un mot, en venant ici, je me disais que c'était quand même formidable dans la région de pouvoir avoir une émission sur des élections. Bravo. Et je me disais que Israël, c'est quand même un miracle démocratique qui fait qu'un soir, à 22h en France, on peut se demander qui a raison, qui a tort, comment ça se passe, parce que c'est quand même une région où, en général, on n'a pas besoin de conseillers en communication, en tout cas pour des raisons électorales. On en fera une sur la Tunisie la semaine prochaine. C'est la première chose. Non, il y a quelques endroits, naturellement, et Dieu soit loué. Je ne sais pas si c'est Dieu qu'il faut louer de ça, d'ailleurs, mais ça, les choses progressent. Mais, en tout cas, c'est un miracle démocratique qu'on puisse discuter d'élections. Après, moi, j'ai la conviction que, évidemment, les questions d'hommes jouent. Mais enfin, on voit bien que dans cette campagne électorale, et souvent dans les campagnes électorales, ce qui est décisif, ce sont les thèmes. Si la question est juste est la question de l'amélioration sociale, de la vie des gens. Mais est-ce qu'il est anxiogène, Netanyahou, à force de faire campagne sur la sécurité, moi ou le chaos? Est-ce que ça finit par angoisser tout le monde? Mais est-ce que la situation est anxiogène ou est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est-à-dire, est-ce que on doit se déterminer quand on est israélien, et chacun est libre de le faire comme il veut, sur des questions qui sont sa propre vie matérielle immédiate, ou c'est la question de la survie de son pays. Si c'est la question de la survie du pays, il n'est pas anxiogène. Il est dans une sorte de logique, il apparaît même assez rempart. On est d'accord ou pas avec sa politique, c'est une autre question. Mais vous me posez la question, il apparaît comme rempart. Si c'est sur les questions économiques et sociales, c'est vrai qu'après un pouvoir aussi long, il y a un phénomène d'usure qui est évident. Ça a quand même dû le travailler un petit peu, cette histoire d'image, puisqu'on a vu circuler ces derniers jours un clip dont tout le monde parle, assez amusant, un couple d'Israéliens attend la nounou, se laisser dire que c'était pas facile d'avoir une nounou en Israël, et on sonne à la porte. Oui, ראש הממשלה. איזה כבוד. מה אתה עושה פה? הזמנתם בייביסיטר? קיבלתם? ביביסיטר. Voilà, Bibi-sitter, évidemment, vous l'avez compris, le jeu de mots avec son surnom Bibi. Est-ce que ça suffit, d'après vous, pour redonner un élan à un leader, à un chef de gouvernement? Moi, je pense que rien n'est joué en réalité. Et bien malin qui peut dire aujourd'hui qui va l'emporter. Allez, bien malin, c'est censé être le vent va du côté quand même du centre-gauche, mais il est très très possible qu'il n'aille pas suffisamment loin, que ce soit la droite qui l'emporte. Et on peut aussi avoir une situation où personne ne gagne. Je veux dire, on peut avoir une situation très compliquée. Et il y a un autre élément qui est un élément très important, qui est technique, c'est que le seuil d'éligibilité a été augmenté à 3 et des poussières, ce qui fait qu'il y a des petits partis qui sont les soutiens qui peuvent ne pas avoir d'élus. Et donc, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On va rentrer dans la tambouille politique israélienne qui est faite de beaucoup d'ingrédients, vous allez le voir, beaucoup de partis se présentent. On est en duplex avec Ofer Bronstein depuis Tel Aviv, militant de gauche, ancien conseiller d'Israël Rabin, militant de la paix aussi. Vous nous entendez, Ofer? Vous êtes avec nous? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous sentez un vent de gauche souffler sur Israël? Je sens surtout un vent d'espoir souffler sur Israël. Le vent ou le cauchemar de faire peur aux Israéliens, de leur mettre devant eux uniquement les menaces, n'a pas marché. Je crois que M. Netanyahou a fait toutes les erreurs possibles. Un, dissoudre le Parlement, et je crois que ça revient contre lui. Deux, d'avoir divisé d'une façon cruelle, brutale. Cette campagne a été très difficile, elle a été très violente.
diviser les Israéliens, ça n'a pas marché. Aller à Washington, ça n'a pas marché. Parler de la menace iranienne, ça n'a pas marché. Faire des clips, vous avez parlé de ce clip sympathique sur le BBC-Ter, mais il y en a eu d'autres qui étaient absolument aberrants. Il a fait un clip en comparant l'opposition israélienne à Daesh. Il en a fait un autre en comparant les syndicats et les travailleurs israéliens au mouvement terroriste Hamas. Et ça lui est revenu un backlash terrible. Et ça n'a pas du tout marché. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Israéliens, ce qu'ils veulent, je ne sais pas si c'est le centre-gauche qui va gagner, mais c'est surtout M. Netanyahou qui va perdre. En démocratie, aujourd'hui, on perd des élections, on ne les gagne pas tellement. Et là, ça va être virulent, ça va être sérieux. C'est M. Netanyahou qui, à mon avis, va les perdre. Ensuite, on verra comment le centre-gauche va pouvoir créer une coalition. Ça ne va pas être facile, mais c'est lui qui a voulu se mettre au centre de ces élections. Tout sauf Netanyahou, ça ne fait pas un programme pour diriger un pays quand même. Non, que fait la gauche si elle est au seul pouvoir programme sur la question palestinienne, par exemple? Mais je crois que... Regardez, la gauche a un programme, mais elle a proposé un programme très sérieux, et pas seulement la gauche. Les autres composants qui se présentent à ces élections ont proposé des programmes très sérieux, pas seulement sur la question palestinienne. Je pense que le problème sécuritaire, le problème de processus de paix a été secondaire dans cette campagne. Ce qui a été au centre de cette campagne, c'est les problèmes sociétals, c'est les problèmes économiques et sociaux de la société israélienne, et c'est ça qui concerne aujourd'hui la majorité des Israéliens. 40% des enfants en Israël sont pauvres. 30% des hommes et des femmes âgés sont pauvres. Les écarts, les disparités entre riches et pauvres sont les plus importantes des pays de l'OCDE. Il y a un problème social et économique très grave. Et on a vu que le gouvernement Netanyahou a augmenté de 900% les budgets vers les colonies, alors qu'il aurait dû les investir justement dans le logement, dans la santé, dans l'éducation, dans la culture. Vous savez, Netanyahou a voulu se comparer à Churchill avant d'aller à Washington. Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été interpellé. On lui a demandé de couper le budget de la culture. Et sa réponse a été, si on doit couper le budget de la culture, à quoi sert la guerre? C'est exactement dans ce dilemme que se trouve la société israélienne. C'est évident que le conflit israélo-palestinien va devoir être adressé au prochain gouvernement israélien. C'est évident que si on veut changer de priorité nationale, comme ça a été le cas pendant le gouvernement de Yitzhak Rabin en 92, on va devoir couper les budgets des colonies pour pouvoir justement investir dans le logement, l'éducation et la santé. Couper les budgets de la défense pour pouvoir investir dans la société israélienne. Israël est un pays fort. Les Israéliens n'ont pas peur de l'Iran. Les Israéliens n'ont pas peur de Daesh. Les Israéliens n'ont pas peur du Hamas. Et c'est ça que M. Netanyahou n'a pas compris. Il a voulu travailler sur la division, il a voulu travailler sur la peur, et ça n'a pas marché. On va revenir vers vous, Frère Bronstein. Frédéric Ancel, expliquez-moi une chose. On sort en Israël d'une guerre l'été dernier. Le territoire israélien a été menacé par des tirs de missiles, pas seulement de roquettes, de missiles régulièrement. Et au moment des élections, c'est pas ça qui fait la différence? Il fonctionne comment ce pays? Il y a un faux paradoxe, et sur ce point-là, en tout cas, je rejoindrai Ofer Bronstein. On a toujours de l'extérieur tendance à voir les Israéliens comme exclusivement passionnés par le politique, le stratégique, le militaire. Ce sont des gens pour qui... En même temps, le message qu'on nous envoie en permanence, c'est nous sommes en guerre, nous sommes menacés. C'est juste. C'est quand même le message principal. Au demeurant, c'est exact. Parce que pour le coup, les missiles auxquels vous faites référence à juste titre... Mais c'est pas l'argument retenu au moment d'aller dans les urnes. Alors, en tout cas, c'est pas le seul. En tout cas, c'est pas le seul. Et il est vrai que des campagnes se sont jouées sur le social et l'économique. Et là, on a effectivement quelque chose de très contrasté. Depuis une dizaine d'années, un peu plus, une douzaine d'années, l'économie israélienne va très bien, avec des taux de croissance qui, au sein de l'OCDE, font pâlir la plupart des autres membres de l'OCDE. Il est vrai qu'en termes de redistribution sociale, c'est beaucoup plus compliqué. Et Netanyahou est accusé régulièrement par une partie de l'opinion ces dernières années de ne pas en faire suffisamment sur le social, c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème, il est libéral, il l'assume. Le problème, c'est que la gauche, manifestement, pâtit d'une réputation qui est exactement la même. Autrement dit, libéral et le Parti travailliste d'ailleurs, ces dernières années, sinon ces dernières décennies, ne s'est jamais converti à autre chose qu'une forme de libéralisme qui finalement rejoignait le libéralisme du Likoud. Et c'est la raison pour laquelle, lors des dernières élections en date, où le social et l'économique avaient aussi pesé dans la campagne, au fond et à la fin des fins, le Likoud l'avait de peu, mais l'avait quand même emporté parce que ces deux blocs, en tout cas les deux partis importants, le Parti travailliste et le Likoud, ne s'étaient pas réellement départagés sur cette question-là. Et j'irai
j'irai plus loin d'un mot, si vous le permettez. Au fond, le Parti travailliste, même sur la question palestinienne, n'a jamais proposé d'alternative, en tout cas aux yeux d'une partie de la gauche israélienne, si importante qu'une partie de l'électorat ait pu décider massivement de voter pour elle. Alors, cette fois-ci, il y a une coalition de gauche qui est dirigée par un homme qui s'appelle Isaac Herzog, qui est le fils d'un président israélien, qui est issu d'une grande famille de fondateurs d'Israël, qui emmène une coalition dans laquelle il a réuni aussi l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni. On va voir l'affiche d'Isaac Herzog, 54 ans, avocat de formation. On dit qu'il est ennuyeux comme un bonnet de nuit. Et apparemment, ça n'empêche pas d'être en tête des sondages. Est-ce que la morale de l'histoire, c'est que quand on parle au cerveau, ça peut marcher, Jean-Luc ? Oui. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une exclusivité pour Herzog de parler au cerveau. D'autres essayent de faire la même chose. Mais c'est très intéressant quand on se met dans la peau de politiques français qui vont avoir à répondre à la question qui féliciter mercredi, ou qu'on peut leur conseiller d'attendre peut-être quelques jours pour la complexité du puzzle. Mais nous attendons les Israéliens et le vote israélien sur ce qui nous passionne, nous, c'est-à-dire la résorption de la question israélo-palestinienne, alors qu'il se détermine sur une multitude de questions et dans une certaine mesure, ils nous ressemblent beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas exclusivement, même si les situations sont énormément différentes, exclusivement sur les questions de politique étrangère. Et donc on voit bien là que la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui, cette fois-ci, aura la priorité. D'autant plus que la donnée politique quand même fondamentale, c'est que sur les questions économiques fondamentales, la dernière période a été marquée par l'effondrement du Parti travailliste, par l'idéal travailliste était subclaquant en Israël dans la dernière décennie. Et par ailleurs, il ne se dit pas aujourd'hui sur la question fondamentale, qui est la question du rapport aux Palestiniens, des choses au fond très très différentes les uns des autres. L'idée d'une sorte de résignation, l'idée qu'il faut plutôt gérer le conflit plutôt que le résoudre, l'idée que finalement tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée qu'il n'y a pas d'interlocuteur réel de l'autre côté. Et donc naturellement, comme c'est pas là-dessus que c'est tranché, même si c'est très tranché sur les questions sécuritaires, mais sur la question de comment on sort du conflit, il n'y a pas de conflit évident avec des gens qui diraient nous sommes la paix, d'autres qui diraient nous sommes la guerre. Ça n'est pas vrai. Et donc on parle d'autre chose. Une dernière question avec Ofer Bronstein avant que notre liaison avec Tel Aviv ne s'interrompe. Et Sabrina va nous montrer les projections en siège qui sont données lors des récents sondages. Vous allez voir à quel point la vie politique israélienne est émiettée. Donc on va de gauche à droite et aussi de gauche à droite dans l'échiquier politique, avec le Likoud qui est le parti de Netanyahou. Et puis quantité de partis religieux qui, à chaque fois, sont un petit peu les forces d'appoint indispensables à former une coalition. Ofer Bronstein, quelles sont les valeurs de cette nouvelle gauche qui, apparemment, est en train d'émerger ? Union sioniste, ça veut dire qu'on veut revenir au mythe fondateur d'Israël, ou est-ce qu'on est capable d'inventer autre chose ? Je crois que ce nom qui a été donné à cette union entre Herzog et Livni était un nom patriotique. Mais je crois que la gauche israélienne est en train de revenir à ses valeurs. Je ne partage pas l'opinion qui a été émise maintenant que le Parti travailliste n'a pas une position claire par rapport au processus de paix. Mais il a très bien compris que ce n'était pas la priorité pour les Israéliens maintenant. Herzog a dit qu'une des premières choses qu'il ferait s'il est élu, et je pense qu'il le sera après-demain, c'est d'aller rencontrer le président Abbas. Herzog, l'administration américaine, la communauté internationale comprend très bien que c'est avec le centre-gauche israélien une question beaucoup plus simple. Le gouvernement Netanyahou refuse de négocier dans un gouvernement palestinien qui inclut le Hamas. Est-ce que la gauche accepterait l'idée d'une négociation avec des représentants palestiniens et une coalition palestinienne dans laquelle est le Hamas ? Écoutez, la question ne se pose pas. Quelle coalition israélienne va se créer? Je vous la pose pour aider à comprendre votre position. Oui ou non? Mais
Je vais vous répondre. Et les Palestiniens n'ont rien à voir avec les élections qui vont se dérouler après-demain en Israël. Quelle coalition va avoir en Israël la semaine prochaine n'est pas le problème des Palestiniens. Comment les Palestiniens vont gérer la scission interne entre eux et le Hamas, c'est leur problème. Ce que le Hamas doit accepter, ma question c'est est-ce que Herzog discute politique avec une coalition dans laquelle participe le Hamas? C'est ça ma question. Herzog discutera avec le président de l'autorité palestinienne, élu à 87% par le peuple palestinien. Quelle coalition lui va créer, ça sera son problème. Et quelle que soit la coalition que les Palestiniens vont créer, c'est une coalition qui doit reconnaître l'État d'Israël, qui doit reconnaître une solution sur la base de deux pays pour deux peuples, et sur la base des frontières de 67. Mais encore une fois, permettez-moi de revenir au problème électoral qu'on est en train de vivre. Très rapidement. La position du Parti socialiste israélien, du Parti travailliste israélien, elle est très claire par rapport au processus de paix. On revient aux données qui sont émis par la gauche israélienne depuis 1992. 2 États pour 2 peuples. Ce qu'aujourd'hui il faut régler en Israël, c'est le problème des priorités nationales. Pour pouvoir investir dans l'éducation, dans le logement, il faut arrêter les budgets énormes qui ont été investis par le gouvernement Netanyahou dans l'économie. Il faut arrêter. Vous savez, Netanyahou nous a fait peur par rapport à la menace iranienne, par rapport à la menace du Hamas. Et il a été contredit par toutes les forces de sécurité, par tous les généraux israéliens, les chefs du Mossad, les chefs du Shabak, les chefs d'état-major. Le chef d'état-major israélien qui vient de quitter son job il y a à peu près 3 semaines est sorti contre Netanyahou la semaine dernière. Donc toutes les forces sécuritaires de l'État d'Israël sont sorties contre le Premier ministre Netanyahou. Et c'est pour ça qu'il va les perdre, ces élections. Il ne fait plus peur aux Israéliens. Les Israéliens ont besoin d'espoir, ont besoin d'un changement de priorité et ils vont le recevoir après-demain, j'en suis persuadé. Merci Ofer Weinstein d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv. On a évoqué, Jean-Marc de la Sablière, ce voyage notamment de Netanyahou à Washington qui a beaucoup fâché Obama. Oui. En gros pour dire, il ne faut pas négocier avec les Iraniens, ils vous roulent dans la farine. Vous pensez que ça a été mal perçu et, je pense que ça joue une manœuvre électorale. Hein. Je pense une manœuvre uniquement. Non, je pense que c'est plus une manœuvre électorale. Et au fond, l'idée, si je comprends bien, n'est-ce pas, c'est d'abord de montrer qu'il est le seul à avoir une stature pour gérer ce type de problème et que Herzog ne l'a pas et lui l'a. Et deuxièmement, qu'il y a un véritable problème sécuritaire, un problème avec l'Iran, d'essayer de replacer ça, alors que dans la campagne, on parle assez peu de processus de paix, assez peu de l'Iran. Bon. Et en fait, ça lui revient, je crois, un peu comme un il a raison boomerang. Contre tous. Ça lui revient comme il utilise ça comme un argument électoral. Utilisé, je pense. Hein. Je pense que ça lui revient comme un boomerang parce que d'une part, du côté américain, les Américains, et notamment beaucoup de démocrates américains, n'ont pas aimé la critique à l'égard du président des États-Unis qui est faite par un étranger qui vit, même les Israéliens, je veux dire, qui vient aux États-Unis. Et cette manœuvre qui a été faite avec la droite très conservatrice pour faire ce discours au Congrès, quelque chose qui n'a pas été apprécié. Et je pense que ça lui est revenu également dans la campagne, peut-être comme un boomerang. Mais il s'est trompé, il n'aurait pas dû faire ça. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Hein. Il est persuadé, mais moi je demande que le monde ouvre les yeux. On brûle des hommes vivants, on tranche des têtes. Daesh n'existe que par rapport à l'Iran. L'Iran est une menace existentielle, pas seulement pour les Israéliens, pour l'ensemble du monde. On va avoir une bombe atomique chez des djihadistes. Lorsqu'on voit que ces gens n'ont aucune limite, le problème, c'est qu'il y a 2 ans, regardez cette image, vous en souvenez, il y a 2 ans, Netanyahou va à l'ONU, sort un petit dessin et en disant dans 9 mois c'est fini, dans 9 mois ils ont la bombe. Non, c'était il y a 2 ans. Il a dit un compte à rebours. Qui a commencé avec une distance à 9 mois. Je veux dire quelque chose, je connais parfaitement Netanyahou depuis près de 24 ans. Je peux vous garantir que la plus mauvaise des solutions, ce soit qu'Israël attaque l'Iran. Si jamais il était élu Premier ministre, si jamais il n'y avait pas d'autre choix, il attaquerait l'Iran pour qu'elle ne soit pas nucléaire, si le monde ne prenait pas ses responsabilités. Vous vous souvenez de cette image? Regardez, même ses propres services ont dit qu'il avait en gros, il avait gonflé l'affaire. Regardez ce qui se passe dans le monde, regardez la folie des djihadistes à travers le monde, qu'ils soient sunnites ou chiites. Et aujourd'hui, c'est vrai que les travaillistes ont fait une campagne. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en Israël, les riches votent à gauche et les pauvres votent à droite. Il y a eu un sondage qui a été dit. Vous savez, quand je vois que c'est malgré tout les citoyens arabes ont des droits absolument inédits dans le monde arabe, ils vont voter, près de 20% de citoyens arabes vont voter, comme l'a parfaitement dit tout à l'heure Jean-Luc Manot, c'est quand même quelque chose qui a quelque chose de remarquable dans cette partie du monde. Alors c'est vrai que Israël
le côté sécuritaire est quelque chose d'extrêmement important. Les travaillistes ont réussi à ramener cette campagne sur une question de porte-monnaie, comme partout. En disant, voilà, les appartements ont doublé, les gens ont faim, etc. Ce qui est faux. Il y a une croissance de 3,5% en Israël. Globalement, le pays se porte bien. Ils ont une monnaie extrêmement forte. Tout n'est évidemment parfait, comme chez nous, comme en Europe. Je crois que Netanyahou, et je crois que Ofer Banchai ne doit pas prendre ses désirs pour des réalités. Il y a des élections qui vont avoir lieu dans 48 heures. Et je crois qu'il serait bien prématuré, on en parlera dans 3 jours, d'enterrer Netanyahou. Monsieur le conseiller, est-ce que pour faire la paix en Israël, il vaut mieux être de gauche ou il vaut mieux être de droite? Ce qu'il faut pour faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est 3 choses qui malheureusement n'existent pas. Il faut que la société israélienne et que les Israéliens véritablement souhaitent s'engager avec détermination dans le processus sur le système électoral. Le système israélien rend les choses compliquées. Il faut que du côté palestinien, il y ait également la possibilité d'avoir des interlocuteurs qui puissent représenter tout le monde et qui s'engagent à fond. Et il faut un très bon facilitateur. Et il faut un très bon facilitateur, un très bon qui soit neutre, n'est-ce pas? Et qui soit également déterminé, qui fasse suffisamment pression. Or ça, nous ne l'avons pas depuis assez longtemps. Or les 3, si vous voulez, ces 3 conditions n'existent pas. Et donc on tourne, on fait des... Et ce qui est terrible, c'est que les essais sont faits et ratent. Et donc ça crée des frustrations extrêmement grandes, n'est-ce pas? On a parlé du cas du parti des Arabes israéliens. Frédéric Ancel, expliquez-nous d'où vient ce parti, qui ils sont, ce que ça veut dire. D'abord, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs partis arabes israéliens qui, pour la première fois, c'est ça, qui pour la première fois font alliance électorale. C'est vraiment la première fois depuis plus de 65 ans en existence de l'État d'Israël. Jusque-là, il y avait entre 3 et 4 partis extraordinairement hostiles les uns aux autres. Vous aviez un parti, à l'origine judéo-arabe communiste, un parti islamo-conservateur, voire islamiste, un parti arabe nationaliste. Et là, ils ont réussi à s'entendre et à faire une coalition électorale. Mais c'est quoi les Arabes israéliens? C'est pas des Israéliens? Ce sont des Palestiniens. Ce sont des Israéliens. Alors eux se représentent comme des Palestiniens d'Israël. Et en Israël, effectivement, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que les citoyens juifs, que les citoyens druzes. Les druzes sont encore une 3e catégorie de la population. Ils ne servent pas dans l'armée néanmoins. Et il y a quand même une défiance. Alors certains servent dans l'armée, ils peuvent le faire s'ils en font la demande. Rares sont ceux, pour des raisons évidentes, qui en font la demande. Et la conscription n'est pas obligatoire pour les Arabes israéliens. Je ne parle pas des druzes qui sont arabophones. Je ne parle pas des bédouins qui sont arabophones, mais qui sont d'autres communautés. Et qui sont parfois bien pratiques pour l'armée israélienne. Les Druzes sont des soldats d'élite, extrêmement loyaux. Et là, donc, nous avons effectivement, d'après les sondages, la possibilité pour donc ces partis réunis d'atteindre 12, 13, 14, voire même peut-être 15 députés sur 120 à la Knesset. Ils peuvent rentrer dans une coalition. Alors voilà, la question absolument centrale, c'est celle-là. Est-ce que si la gauche arrive au pouvoir, si le parti sioniste, donc le centre-gauche, parvient au pouvoir en nombre de suffrages exprimés, est-ce qu'il parviendra, est-ce qu'il le voudra? Et si oui, est-ce qu'il parviendra à faire une coalition, ne serait-ce que sur un certain nombre de points précis, avec ce grand parti? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'en doute très concrètement. Pourquoi? Parce que c'est dans le programme de cette coalition arabe, il y a par exemple la nécessité de reconnaître le Hamas. Aujourd'hui, personne en Israël, jusqu'à la gauche de la gauche, n'accepterait cela. Ils ont expliqué qu'ils ne participeraient aucunement à un gouvernement. Et de toute façon, eux-mêmes ont dit qu'ils ne participeront pas à un gouvernement, en tout cas s'il était de centre-gauche, s'il était de gauche-gauche. Oui, mais ça, c'est pas possible, arithmétiquement. Donc on a là un vrai blocage. Quand tout à l'heure, je vous disais que Netanyahou ou pas, ce qui comptait, c'était les pôles, c'était les blocs qui pouvaient arriver au pouvoir. Si 13, 14, on va 15 revoir députés, l'animation d'ailleurs. Si 13, 14, 15 députés arabes non coalisables, entre guillemets, ou qui ne veulent pas se coaliser avec le centre-gauche, arrivent à la Knesset avec ce chiffre très important, vous comprenez bien que dans la gauche traditionnelle, il ne reste que environ 40, peut-être 45 députés coalisables. Ce n'est pas suffisant. Je rappelle qu'il faut arriver à 61 sur 100. Morale de l'histoire, ce sont encore les partis religieux qui vont faire basculer ou qui vont rendre les choses possibles ou non, c'est ça? Le système, 20-25% de la population. Oui, le système israélien, pour que les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers de la politique israélienne comprennent bien. Imaginez un pays avec un Sarkozy, un Hollande, 2 Mélenchon, 5-6 Bayrou, 2-3 Boutin,
c'est extraordinairement compliqué à gérer au moment de faire des alliances. C'est pour ça qu'en réalité, l'idée de qui va arriver en tête, sauf si c'est un grand écart, sauf s'il y a un grand mouvement, qui va arriver en tête mardi soir, on en revient à la même chose, ne nous dira pas qui sera le Premier ministre. Frédéric a raison. Ça veut dire que la seule question, c'est une question de bloc. Qui s'allie avec qui? Si la gauche gagne et n'arrive pas à former une coalition, on peut se retrouver avec un gouvernement de droite? Naturellement, c'est déjà arrivé. Kadima est arrivé en tête et a laissé le coup de gouverner. Si la gauche aujourd'hui est en tête, c'est parce qu'il y a une alliance entre le centre et la gauche. Le Parti travailliste seul fait 13-14 mandats. L'IVNI avait 6 mandats, eux 16. 16 et 6, 22. Aujourd'hui, ils ont 22, 23, 24. Ils ont 2 mandats de plus. Et puis, il y a une nouvelle. Il ne faut pas oublier que Tzipi Livni vient de la droite. Elle vient ses parents étaient des jabotinskiens du Parti révisionniste. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de questions d'ego, il y a beaucoup de questions de personnes. Regardez ce qu'on a reproché à Netanyahou. On a reproché des consignes de bouteilles pour sa femme. On n'a pas lâché. Il y a aussi un problème, on n'a peut-être pas le temps d'en parler ce soir. Il y a un journal qui s'appelle le Yediot Ahronot, le plus grand journal du pays, dirigé par Noni Moses, qui a décidé de se faire, entre guillemets, Netanyahou, parce qu'il existe un journal gratuit qui s'appelle Israël Hayom, qui est en train de tuer un journal payant qui s'appelle Yediot Ahronot. Croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement important en Israël. Chacun joue. C'est lié à Bibi aussi. Je crois que pour clarifier les choses, si Netanyahou, sa coalition finalement, s'il gagnait avec sa coalition, ce serait à droite toute. C'est à droite toute. Ça veut dire détention dans la région. Ça, certainement. S'il y a une situation... Plus encore que ce qu'on a connu auparavant. Je pense. S'il y a une situation qui est une situation, au fond, que certains imaginent, même si l'un et l'autre, Herzog comme Netanyahou l'ont récusé, qui est finalement qu'ils fassent alliance. N'est-ce pas ? À ce moment-là, c'est l'immobilisme sur le plan de tout ce qui concerne le processus. Maintenant, si le centre-gauche, si la gauche l'emporte, il faut voir avec qui elle fait une coalition, parce qu'elle peut être sa coalition, si elle est obligée d'aller assez au centre droit et même plus, donc quelle sera la marge de manœuvre à ce moment-là d'Herzog sur l'affaire israélo-palestinienne? Peut-être qu'il y aura une marge de manœuvre qui n'est pas très grande. Il y a une troisième hypothèse, c'est que le résultat soit si confus, si compliqué, qu'il y ait une logique de grande coalition et d'union nationale, et on peut très bien imaginer Bibi à nouveau premier ministre et Herzog ministre des Affaires étrangères. Tout est possible dans la politique israélienne. Parce que le système n'est pas bon. Parce qu'en 96, monsieur l'ambassadeur, il y avait à l'époque des élections comme en France. D'ailleurs, on s'est couché en Pérez gagnant, on s'est levé, Netanyahou avait battu Pérez. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est pour ça que Netanyahou veut changer le système, et beaucoup de gens veulent changer le système un petit peu à la française. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un mot ? C'est-à-dire que le système électoral israélien rend extrêmement difficile d'avoir des lignes assez claires sur la négociation. Et moi, je pense depuis très très longtemps que j'ai souvent pratiqué ça, que l'une des difficultés qui existait pour essayer de trouver les voies vers la paix, c'est le système électoral israélien. Bon, alors tout commence mercredi, à vous suivre. La question qui vous était posée ce soir, à vous qui nous regardez, qui êtes président, virtuellement, pour encore quelques minutes, c'était de savoir si vous feriez le pari d'Israël sans Netanyahou. À 70%, vous feriez ce pari. Donc mercredi, vous téléphoneriez à Herzog s'il était gagnant pour le féliciter, tout en sachant que ça peut encore changer. Merci à toutes les équipes de iTélé qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission, toujours le dimanche, puisque c'est le jour où vous êtes président. Merci à mes invités qui nous ont aidés à mieux comprendre cette politique israélienne. Et vous avez surtout compris que c'est à partir de mercredi qu'il faudra mettre le nez dans les journaux et faire le tri et continuer de regarder iTélé pour comprendre ce qui va se passer dans cette partie d'Orient toujours compliquée. À bientôt.